L'air du temps, Léa Moscona. Dans notre série sur le cercle de généalogie juive, nous retrouvons Alain Nedjar, qui est administrateur du cercle. Bonjour Alain. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous Alain. On se retrouve tous les mois, tous les 2 mois pour parler du cercle de généalogie juive. Et cette semaine, c'est un sujet un peu précis sur un homme. C'est un juif qui a vécu à une époque charnière, une époque qui a vu beaucoup de rebondissements et aussi bien en France d'ailleurs que dans la communauté juive. Pour parler précisément de cet homme dont le nom est Ber Isaac Ber, eh bien, nous avons grand plaisir d'être en compagnie de l'historien Pierre-André Meyer. Pierre-André Meyer, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Pour nous parler de cet homme, vous êtes vous-même historien, spécialiste de l'histoire de la communauté juive de Metz et des communautés juives en général de Lorraine. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci. Alors, je le montre à la caméra. Sachez que vous pourrez voir également notre émission sur radioj.fr. Le clan Gutschow, Ber, Wolf, Marx. Et c'est un livre édité par le Cercle de généalogie juive. Alain, petite précision, on peut retrouver ce livre sur le site. Oui, bien évidemment. Là, il est actuellement sur le site et il y a une édition récente qui vient de paraître et qui est particulièrement agréable à feuilleter. Ah oui, c'est celle-là. Ah, c'est celle-ci, avec de très belles photographies et énormément de références. C'est un personnage, Ber Isaac Ber, qui est assez peu connu. On trouve vraiment peu de choses et vous êtes l'un des rares, je pense, à avoir écrit sur lui, sur son parcours hors du commun. Peut-être, avant d'entrer dans les détails, un petit mot, Alain, sur l'actualité du cercle. Le cercle actuellement est très occupé à préparer bien évidemment sa propre revue, mais nous avons lancé le Salon de la généalogie juive qui va avoir lieu le 19 et le 20 novembre 2022. Donc c'est un salon de la généalogie spécifique du cercle de généalogie juive et qui tiendra place au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Alors ce sera un salon particulièrement important, pas uniquement pour notre cercle, mais évidemment pour toute la communauté juive. Et on le prépare actuellement et je pense que nous aurons à vous en dire davantage. Vous viendrez nous en parler, évidemment. Bien évidemment. Bon. Alors, on va entrer dans cette histoire de Ber Isaac Ber. Vous-même, Pierre-André Meyer, vous êtes l'un des fondateurs du cercle de généalogie juive. Est-ce que cet intérêt pour ce personnage vous est venu par la création de ce cercle, en cherchant la généalogie de personnages célèbres? Oui, les deux ont été très liés. D'abord parce que je me suis rendu compte que je descendais non pas directement de Ber Isaac Ber, mais d'un de ses frères et d'une de ses sœurs. Mais j'ai rencontré au cercle des gens qui étaient des descendants directs de Ber Isaac Ber, qui s'intéressaient au personnage. Et comme la création du cercle s'est située en 1984-85, on pensait déjà au bicentenaire de la Révolution. Et là, il y a eu énormément de manifestations sur l'émancipation des Juifs, le décret du 27 septembre 1791, dans lequel Ber Isaac Ber a joué un rôle important. Et ça nous a effectivement motivés pour travailler davantage sur le personnage. Oui, alors justement, cet homme est né à un moment vraiment particulier. Il est né en 1745, il décède en 1828, mais il naît à une période où il va y avoir de grands rebondissements pour la France, évidemment, mais pour la communauté juive également. Alors, est-ce que vous pourriez, avant de parler de lui, nous situer un peu la communauté juive à la fin du XVIIIe siècle, en tout cas dans la seconde partie de ce XVIIIe siècle? Oui, vous savez, en France, il n'y a pas une communauté juive, il y a des nations juives. Au total, c'est une population d'à peu près 40 000 personnes. Dans un pays de 28 millions d'habitants, c'est une toute petite minorité. Les plus nombreux sont en Alsace, une vingtaine de milliers de Juifs en Alsace, une dizaine de milliers en Lorraine. Là, il y a une grosse communauté qui est celle de Metz, qui a plus de 2000 habitants, qui est la seule grande communauté urbaine de l'Est de la France. Ça, ce sont les Juifs ashkénazes. Et à côté de ça, il y a les Bordelais.
C'est très particulier, c'est très différent. Il y a aussi la grande communauté juive de Bordeaux qui fait à peu près 2000 habitants aussi. Ils viennent du Portugal, ceux-là. Voilà, Portugal, Espagne, ce sont des séfarades. Oui. Bordeaux, Bayonne, pour Saint-Esprit aussi. Et puis les juifs du pape, également une catégorie très particulière. Alors là, ce sont plusieurs communautés très différentes. Bon, en tout cas, entre Ashkénazes et séfarades, il y a un fossé qui est énorme. Ouais. Et alors, ce qui complique un petit peu dans l'est de la France, c'est qu'il y a cette communauté juive de Metz, donc urbaine, importante, qui est ancienne, qui date de la fin du XVIe siècle. Et puis, il y a, en tout cas jusqu'en 1766, la communauté des Juifs de Lorraine. Et la communauté des Juifs de Lorraine, c'est la communauté des Juifs du duché, puisqu'il y a un duché de Lorraine, qui est un État indépendant jusqu'en 1766, date à laquelle il est rattaché à la France, mais même jusqu'à la Révolution. Et la communauté des Juifs de Lorraine, dont Berry Zagber va être un des dirigeants, est distincte de la communauté juive de Metz, qui a sa propre organisation. Mais ce qui rend les choses souvent compliquées. Alors justement, c'est compliqué, mais comment ils vivent, ces Juifs-là? Est-ce qu'ils ont une certaine liberté? Alors écoutez, pour parler des Juifs de Lorraine, parce que je pense que c'est ça qui va nous intéresser. Oui, absolument. D'abord, il faut savoir qu'ils ont été totalement expulsés du duché en 1477, après la bataille de Nancy, et jusqu'en 1721, ils sont théoriquement, officiellement, interdits de résidence dans le duché. Bon. Et puis, en 1721, le duc de Lorraine, Léopold, qui est très hostile aux Juifs pour des raisons religieuses, mais qui a aussi besoin d'eux, en tout cas qui a besoin des marchands parce que son État est dans une situation de banqueroute totale. Donc le duc de Lorraine publie une liste de 73 chefs de famille juifs autorisés dans 24 localités. Voilà. D'accord, donc limité dans le nombre, mais limité aussi dans l'espace. Dans l'espace, voilà. Et à Nancy, 4 familles seulement sont autorisées. Et en réalité, ce sont 2 familles, on en reparlera, parce que l'une est celle de Lion-Guccio, qui est le fournisseur de chevaux du duc, donc qui est un personnage utile, et de son fils Abraham Guccio. Et l'autre famille est celle de Moïse Alcan, qui est le fournisseur de la monnaie du duché de Lorraine, et son fils Olry Alcan. Voilà. Et les 2, Lion-Guccio et Moïse Alcan, sont originaires de Metz. Voilà. Donc deux grandes familles qui vont devenir 2 clans. Qui sont tolérées. Est-ce qu'au-delà de ces familles-là, les Juifs vivent, j'imagine, dans une liberté limitée. Ils peuvent avoir une activité. Beaucoup de restrictions pèsent sur eux. Bon, d'abord, il y a effectivement la limitation du nombre de lieux où ils ont droit de résider. Ensuite, en tout cas en ce qui concerne Nancy, à partir de 1726, ils sont obligés de vivre dans un quartier réservé, qui est un quartier près des remparts, excentré. On peut dire que c'est un ghetto. Alors, c'est pas vraiment un ghetto Venise. dans la mesure où ils ne sont que 4 familles, et donc ce quartier est peuplé de chrétiens, mais ils n'ont pas le droit de vivre ailleurs. Voilà. On peut parler de ghetto à Metz, par contre, où là, il y a toute une communauté de 2000 personnes, qui est concentrée le long d'une rue, entre une rue et un quai, le quai de la Moselle. Voilà. À Metz, on peut parler de ghetto. Voilà. Alors, il y a donc une restriction concernant le droit de résidence, des restrictions qui concernent aussi les professions. Ils sont relégués dans les professions commerciales. Ils ne peuvent pas faire partie des arts et métiers, par exemple pour les Juifs des classes populaires, les corporations. Ils ne peuvent pas acquérir de biens-fonds. Et ça, c'est important, surtout pour les plus riches, c'est-à-dire les biens-fonds, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire des biens immobiliers. Ils ont le droit de posséder leur maison dans le quartier où ils résident, mais ils n'ont pas le droit de posséder de biens immobiliers ailleurs. Ce qui fait que toute leur fortune consiste en créances, avec tout ce que ça implique comme fragilité. En tout cas, bon an, mal an, ils se contentent de ces réglementations, ou est-ce qu'ils ont des velléités à changer les choses? Non, les velléités à changer les choses n'apparaîtront que très tard, dans les années 1780, avec les Lumières. Mais il y a cependant un petit assouplissement dans le courant du XVIIIe siècle, lorsque le roi de Pologne, Stanislas Leszczynski, devient duc de Lorraine en 1737, il manifeste
disons, il est plus philosémite, on va dire. Voilà, une attitude moins hostile vis-à-vis des Juifs. Et en 1753, il publie une nouvelle liste de familles juives autorisées. Cette fois, il y en a 180, donc on est passé de 73 à 180, dans 52 localités. Voilà. Donc les choses sont un petit peu moins sévères. Voilà. Mais le principe reste le même. Ceux qui veulent s'installer en surnombre ne le peuvent, et ils ne peuvent s'installer que si une place se libère, pour que le nombre total ne soit pas augmenté. Alors venons-en à notre personnage, Ber Isaac Ber. Dans quel type de famille naît-il? D'où vient-il? Alors il naît en 1745. Il naît en 1745, en février 1745. Bon, c'est un fils de famille, il vient d'une famille aisée, hein, c'est pas du tout un self-made man. Alors son père s'appelait donc Isaac Ber. Il est venu d'Allemagne, on ne sait pas exactement d'où, probablement de Francfort ou de la région de Francfort. C'est un important marchand de tissus, tissus de luxe principalement. Et il s'installe à Nancy en 1724 en épousant la fille de Léon Goucho, l'un des Juifs autorisés dans la liste de 1721. Donc il pénètre dans le clan Goucho. Voilà, il fait partie du clan Goucho, tout à fait. Et il développe à Nancy un commerce de tissus important. Il est également prêteur, banquier, c'est un homme qui est très talentueux dans son activité. Parce qu'il a des frères et sœurs, mais c'est lui qui va sortir du lot. Voilà, alors ça, je parle du père. Hein. Alors, là, je parle du père Isaac Ber. Qui va avoir 10 enfants de 2 lits différents. Voilà, alors Isaac Ber s'est marié en première noce avec cette Mine Goucho en 1724. Il a 6 enfants avec elle, et qui sont donc les demi-frères et demi-sœurs de Ber Isaac Ber. Il devient veuf en 1739, et en 1740, il se remarie avec une femme qui sera donc la mère de Ber Isaac Ber, alors qui s'appelle Jutle Lippmann, et qui appartient, elle, à une famille extrêmement renommée, parce que elle est berlinoise, et son grand-père, qui s'appelait Jost Lippmann, qu'on appelait aussi Judas Berlin, était le fournisseur en bijoux, on peut dire le juif de cour du prince de Brandebourg, devenu ensuite roi de Prusse. Donc ces familles juives se rendent très utiles auprès de la cour. Ils ont des activités qui sont incontournables. C'est pourquoi non seulement on les tolère, mais on veut qu'ils soient là parce qu'ils enrichissent la cour, et puis ils servent aussi les militaires, n'est-ce pas? Il y a aussi, je crois, des activités. Alors voilà, comme presque toujours à cette époque, les Juifs les plus riches n'ont pas une activité spécialisée, même si du côté de la famille Ber, c'est le commerce des tissus de luxe qui est l'activité principale. Bon, ils pratiquent également le crédit, le prêt, et d'ailleurs leurs clients sont également ceux qui leur empruntent de l'argent. Et puis surtout, à partir des années 1770, pour ce qui est de Ber Isaac Ber, ils pratiquent également les fournitures militaires, et notamment la fourniture de fourrage. Alors je reviens. C'était d'ailleurs la profession principale de Léon Goucho, le beau-père, le premier beau-père de Ber Isaac Ber, qui était le fournisseur de chevaux du duc de Lorraine, ce qui n'a pas empêché de faire faillite. Alors oui, Alain. Je dirais qu'on observe ici comment les Juifs contribuent à la prospérité de la ville dans laquelle ils habitent. Et c'est le même cas, par exemple, à Livourne, où les Juifs ont été invités pour développer le commerce, pour développer la ville. Et de même, si vous voulez, cette sortie de ghetto, qui est une constante dans une obsession chez les Juifs, va exister, comment dirais-je en Lorraine, existera à Livourne, et existera toujours dans les lieux où les Juifs ont habité. Que ce soit à Livourne, que ce soit en Lorraine, et même que ce soit en Tunisie, où toujours les Juifs, à un moment donné, se sont élevés et ont élevé le niveau global. Et même en Allemagne, avec la famille Rothschild. Il y a un certain parallèle qu'on va pouvoir faire peut-être. Il y a quand même... c'est la même époque, hein. Le premier des Rothschild naît aussi en 1740, comme Ber Isaac Ber. Oui, mais les Rothschild, il a fondé une dynastie. Ah oui, et pas lui. Et pas lui. Mais ça, on verra pourquoi. Alors donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je confondais le père et le fils. C'est vrai qu'ils ont pratiquement le même nom. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre. Il y a une histoire de ce Ber. Ça n'a rien de bizarre. Pourquoi? Ça n'a rien de bizarre. Ber. Ber, c'est l'équivalent allemand de l'hébreu Issachar. Voilà. Et donc, Ber, fils d'Isaac Ber, et donc le fils d'un monsieur dont le prénom était Isaac. Isaac Ber, parce que le père de ce monsieur, donc le grand-père
de Ber Isaac Ber avait lui-même comme prénom Issachar, c'est-à-dire Ber. Voilà. Donc Ber, fils d'Isaac Ber. Quand on connaît l'histoire, ça devient logique. Voilà. Alors, Vous appréciez la précision chirurgicale. Non, mais c'est très simple. Il faut bien l'avoir en tête. En tout cas, Ber Isaac Ber, lui, s'avère, enfin, devient un homme d'affaires quand même, j'allais dire presque redoutable, en tout cas intelligent. Il a une vraie intelligence dans les affaires, cet homme-là. Alors tout à fait. Ce qui est remarquable chez lui, d'abord, c'est sa précocité et la volonté de mener ses affaires par lui-même, qu'il affirme très très jeune. Bon, d'abord, il s'est marié à 16 ans, très tôt, en 1761, presque un mariage en famille, puisqu'il épouse Merlé Goudechaud, qui est la fille de Michel Goudechaud, syndic des Juifs de Lorraine, lui-même fils de Léon Goudechaud. L'homogamie était très courante à l'époque. L'endogamie. Ouais, encore que ça n'est pas un mariage consanguin, puisque... Oui, parce que c'est par alliance. Voilà. Mais il va y en avoir dans la famille. Et puis, comme il est mineur, il est encore sous la tutelle de son demi-frère Mayer Isaac Ber, mon ancêtre. Ah, votre ancêtre, c'est extraordinaire. Plus vieux que lui. Et il veut se libérer de cette tutelle. Et il fait un procès en disant que la loi qui doit s'appliquer n'est pas la loi civile qui fixe à ce moment-là la majorité à 25 ans, mais la loi juive qui la fixe à 13 ans. Et il gagne son procès. Et donc, il s'engage dans les affaires. Et alors, justement, Alain, tu parlais de sortie du ghetto. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dès 1769, alors que les Juifs sont encore en principe cantonnés dans ce quartier excentré, près des remparts, très très moche, il installe son domicile, son commerce au cœur de la ville de Nancy, dans une grande artère commerçante qui est la rue Saint-Nicolas. Un hôtel particulier, pratiquement. Tout à fait. Il achète une grande maison pour 40 000 livres, ce qui est une somme considérable. Et là, il développe son commerce et qui, d'après des témoignages de l'époque, innovait dans la mesure où les beaux tissus étaient mis en vitrine, alors que d'habitude, ils étaient entassés dans une arrière-boutique. Donc, les dames de l'aristocratie, et quelquefois même les messieurs de l'aristocratie, qui sont sa clientèle, viennent admirer les tissus. Et puis, il va plus loin. Je crois qu'il va même vendre des objets dont il dispose. Il met tout ça en vitrine. C'est une innovation pour l'époque. Alors, il n'est pas seul. Il n'est pas seul dans son cas. On s'aperçoit que ce mouvement de sortie du ghetto au sens propre, au sens matériel du terme, est aussi le fait d'un de ses frères, Louis Isaac Ber, donc son demi-frère, qui s'installe également dans une rue commerçante de Nancy, et de son beau-frère, qui est Salomon Moïse Lévy, qui est un juif venu de Hanovre, qui est arrivé à Nancy en 1768 et qui a pu s'y installer par mariage avec la petite sœur de Ber Isaac Ber, Babette. Et c'est leur mère, Judith Lippmann, qui était veuve à ce moment-là, qui s'est intervenue elle-même auprès du ministre Choiseul pour permettre à ce gendre de s'installer en surnombre à Nancy, parce que la réglementation était toujours en vigueur. Donc on voit tout... Mais il vit vraiment à cette époque, Pierre-André Meyer, il vit à une époque qui est en train de finalement s'assouplir pour les Juifs. On a bien compris, d'après vos explications, que ça se mariait finalement entre familles, donc le patrimoine est préservé. Maintenant, ma petite question, c'est de savoir si Isaac Ber lui-même, Ber Isaac Ber lui-même bénéficiait finalement de ces bienfaits uniquement pour lui, pour sa famille, ou est-ce que vis-à-vis de la communauté, il s'est montré comme une sorte de président de communauté? Est-ce qu'il a eu l'intention de faire changer les choses pour sa communauté, donc plus largement? Alors, il y a effectivement ces deux aspects qui sont tout à fait visibles dans la biographie de Ber Isaac Ber. D'abord, il devient syndic des Juifs de Lorraine en 1780. Il succède à ce poste d'ailleurs à son beau-père Michel Goudechaud. Et dans ces années-là, d'ailleurs, tous les syndics des Juifs de Lorraine, ils sont
3 ou 4 en même temps à occuper cette fonction, appartiennent soit au clan Gutschow-Baer, son frère Louis-Isaac Baer est également syndic. Il y a également un autre personnage important, Mayer Marx, qui a épousé une petite fille de Léon Gutschow, fille de Lazare Gutschow, autre fils de Léon Gutschow, qui est syndic des Juifs de Lorraine. Et puis il y a le représentant du clan Alcan, qui est le clan rival. Donc il est un des dirigeants de la communauté. Et alors effectivement, c'est un personnage qui, comme ses parents dont nous avons parlé, Louis-Isaac Baer, Salomon Moïse Lévy, Mayer Marx, se servent de leur relation haut placée, de leur rôle commercial, pour obtenir pour eux des avantages, des titres. Par exemple, Isaac Baer se fait décerner le titre de pensionnaire de Monsieur frère du roi, c'est-à-dire le futur Louis XVIII, le comte de Provence. Pour un juif, j'allais dire, presque. Pas pour des raisons financières, parce que la pension est très modique, mais pour des raisons de prestige, et parce que ça lui permet d'inscrire pensionnaire de Monsieur frère du roi au-dessus de son magasin. Est-ce que c'est à cette époque qu'il devient de Turic ? Non, c'est bien plus tard. C'est bien plus tard. Là, on est en 1760. On est dans les années 1780. On est dans les années 1780, donc il a une petite quarantaine d'années. Il obtient également, lui, comme ses proches, des lettres de rénicole, c'est-à-dire des lettres royales qui lui donnent justement la possibilité d'investir sa fortune en biens-fonds. On a vu que c'était interdit aux Juifs, et c'est grâce à cela, ça rejoint votre remarque, qu'il va pouvoir acheter en 1790 un véritable domaine aux environs de Nancy, qui est Turic, le domaine de Turic. Bon, alors on a effectivement le sentiment d'un homme qui cherche à obtenir des privilèges qui le placent au-dessus de la masse, en dérogation à toutes les restrictions qui pèsent sur ses corps religionnaires, mais en même temps, comme syndic des Juifs de Lorraine, lui et son collègue Mayer Marx se démènent énormément pour doter leur communauté d'une synagogue, parce que il n'y avait pas véritablement de synagogue à Nancy dans les années 1780, et pour les doter aussi d'un cimetière, alors que jusque-là, ils étaient obligés de transporter leurs morts jusqu'à Metz. Donc l'histoire quand même extraordinaire de cet homme qui devient un homme d'affaires, qui s'enrichit et qui va aider finalement ses co-religionnaires. Absolument. En fait, il s'agit d'un de ces personnages charismatiques, si vous voulez, qui sort du lot et qui sont souvent porteurs de messages, qui sont organisationnels, qui vont au-devant de l'histoire. Et lorsqu'on parle de ces dirigeants ou Parnassim, il est évident que l'ensemble des Juifs se tournent vers eux et pour les aider quelque part. Et souvent, comment dirais-je, les messages ou tout au moins les améliorations du sort des Juifs passent automatiquement par eux. Que ce soit notamment pour ce qu'ils ont fait ou pour ce qu'ils font pour l'amélioration du sort des Juifs, qui étaient très pauvres dans leur ensemble. Et les Juifs étaient très pauvres partout. Là où il y avait des Juifs, il y avait, je dirais, les 3/4 de la communauté, si c'est pas 90%, qui étaient pauvres. Et fort heureusement, ces familles, grâce à un chef charismatique, arrivaient à voir leur sort améliorée. C'était les bienfaiteurs finalement de la communauté. Absolument. On arrive au terme de notre première partie d'émission pour parler de ce parcours extraordinaire de Isaac Baer, qui a, donc je le rappelle, vécu à un moment, une période vraiment charnière. On se retrouvera, messieurs, la semaine prochaine pour continuer de parler de ce périple. On est en 1880, ce profil 1780, je vais un peu vite. On se profile à l'horizon, la révolution, et là aussi Isaac Baer aura un destin particulier. Il va vivre notamment, comme tous les Juifs, l'émancipation de 1791, cette révolution et l'émancipation. On en saura un peu plus la semaine prochaine. Je rappelle votre nom, Pierre-André Meyer, historien. Vous êtes l'auteur de Le clan Gutschow, Baer, Wolf, Marx. C'est un livre qu'on peut trouver au Cercle de généalogie juive, et nous étions également en compagnie d'Alain Nedjar, administrateur du Cercle.